Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans l'après-midi, la prochaine heure, mon rôle, c'est de vous présenter nos panélistes et d'introduire cette notion de fédération d'identité qui repose sur des standards d'échange de données entre d'un côté des fournisseurs de services et de l'autre côté des fournisseurs d'identité. Donc notre panel aujourd'hui va vous proposer d'éclaircir ce concept-là, de discuter des avantages et des inconvénients éventuels qu'il pourrait y avoir et de découvrir certains services qui existent déjà. Donc, le débat auquel vous êtes conviés, tout le monde ici, il y a 2 micros dans la salle, vous pourrez poser vos questions. On partira un peu des raisons pourquoi, qu'est-ce qui pousserait une institution à vouloir externaliser ces services-là. Et à mon avis, il faudrait porter attention un peu sur peut-être 3 choses au niveau de... Parce que ces services, quand on va externaliser ces services-là, c'est de faire confiance quelque part à cette fédération-là. Donc, comment on peut formaliser cette confiance-là envers d'autres personnes. Donc, c'est quoi la sécurité autour de tout ça? Quels sont peut-être les coûts que ça pourrait engendrer ou peut-être quel genre d'avantages, qu'est-ce qu'on pourrait sauver comme coût? Mais la notion de sécurité, je crois que c'est peut-être quelque chose qui peut titiller la plupart des personnes ici. Donc, sans plus tarder, je vais inviter sur scène nos panélistes qui vont démystifier tout ça. Donc, nous avons la chance de recevoir 4 spécialistes sur la question. Monsieur Pierre Morin, directeur des technologies de l'information, commission scolaire de Beauce et Chemin. Bonjour. Nous avons Daniel Raymond, directeur soutien technique, réseautique et multimédia à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour. Martin Durand, coordonnateur service de l'infrastructure technologique, Cégep de Sainte-Foy. Bonjour. Et M. Pierre Drouin, directeur technologie éducative, secteur des produits et services pédagogiques, Société GRIX. Alors, bonjour. Alors, messieurs, je vais commencer par M. Morin. Vous avez un micro devant vous et vous avez, dans l'ordre, à peu près 5 minutes chacun pour expliquer votre point de vue. Et après ça, ça sera de votre côté, si vous avez des questions à poser. Moi, j'en ai tout plein, si vous n'avez pas. Alors, je vais laisser M. Morin, qui, je pense, a le don de bien résumer ce nouveau type de service-là. Alors, bonjour. Pour rendre plus accessible ce sujet assez aride, j'utiliserai une métaphore qui rendra plus simple la compréhension de ce qu'est un projet de fédération d'identité et surtout qui en démontrera l'utilité. La mise en place d'une fédération d'identité pourrait être assez bien représentée par un système de clés maîtresses implanté dans plusieurs écoles. Il y aurait des clés donnant des accès différents et ces clés seraient remises à des individus selon leurs caractéristiques propres. Par exemple, un enseignant, une direction, un élève ou quelqu'un d'autre recevrait chacun une clé différente. Puisqu'il faudrait remettre des clés à plusieurs personnes, le propriétaire devrait décentraliser ou confier à d'autres la responsabilité de déterminer quelle clé remettre à qui sur la base de son profil. Chaque personne n'aurait donc pas un trousseau de clés pour ses multiples accès, mais simplement une seule clé pour l'ensemble des accès autorisés. Bon. Alors, je termine la métaphore. Je vais revenir sur les enseignements de cette métaphore-là que je souhaite, finalement. Premièrement, la nécessité de choisir, de standardiser un système de clés simple et très sécuritaire en évitant de devoir remettre plusieurs clés à la même personne. 2. L'utilisation d'une série de caractéristiques limitées et non nominatives qui serviront à choisir la clé à lui remettre. 3. Le choix de confier à une personne de confiance, dans chacune des institutions, le mandat d'informer le responsable désigné de la fédération d'identité des caractéristiques propres aux différents demandeurs. Et finalement, 4, la nécessité de conclure des ententes avec différents fournisseurs de services pour faciliter l'accès aux ressources qu'ils veulent rendre disponibles, sans pour autant devoir lui transmettre des données nominatives ou des informations non pertinentes. Auparavant, les élèves et les enseignants utilisaient un nombre très limité de ressources pédagogiques qui pouvaient même être confinées dans la classe ou dans la bibliothèque de l'école. Aujourd'hui, ces mêmes personnes doivent avoir accès à de nombreuses ressources disponibles à travers l'Internet, à travers le monde, finalement. Certaines sont gratuites et accessibles, sans qu'il soit même nécessaire de s'identifier de quelque façon. D'autres, par contre, et c'est là que la Fédération d'identité jouera son rôle, exigent une identification ou certaines ententes négociées préalablement. Je prends 3 exemples
pour appuyer la nécessité de mettre rapidement en place une fédération d'identité dans le monde de l'éducation au Québec et peut-être même à l'échelle canadienne. Premier exemple, l'accès aux fonds numériques de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il me semble que tous les élèves et les enseignants du Québec devraient avoir un accès facile à ces ressources. Pour ce faire, ils devraient pouvoir utiliser le même compte que celui obtenu dans leur propre école, plutôt que de devoir obtenir une autre clé, un autre identifiant pour cet accès. Le moyen le plus simple, une fédération d'identité. Deuxième exemple, l'accès à de nombreux cours en ligne disponibles. Le processus d'inscription serait extrêmement facilité si l'institution qui rend des cours disponibles n'avait pas à créer ou gérer des comptes pour les élèves d'autres institutions d'enseignement du Québec. Le moyen le plus simple, une fédération d'identité. Et dernier exemple, qui s'en vient très rapidement d'après moi, l'accès à des manuels scolaires numériques. Nous devrions déjà disposer d'une version numérique de nos manuels scolaires, comme déjà la Colombie-Britannique, par exemple, au niveau universitaire, a débuté de le faire. Quand viendra le temps d'aller de l'avant, on sait que le MELS et d'autres institutions auront à négocier avec des fournisseurs de contenu des ententes permettant de garantir a priori que seuls les élèves de tel programme inscrits à telle institution auront accès à ces manuels scolaires, et ce, sans devoir révéler des informations nominatives. Alors, le moyen le plus simple, comme vous le devinez, c'est une fédération d'identité. Je conclus sur 4 affirmations à débattre et qui largement dépassent le volet technique. Première affirmation. La mise en commun de nos ressources pédagogiques au Québec ne pourra être sérieusement envisagée sans la mise en place d'une fédération d'identité dont les principaux mérites seront de sécuriser et de simplifier l'accès aux ressources pour nos clientèles. Deuxième affirmation. La mise en place d'une fédération d'identité pour les besoins éducatifs au Québec passera inévitablement par une implication significative du MELS, Ministère de l'Éducation et des Loisirs du Québec. Troisième affirmation, les gains financiers potentiels seront très significatifs à moyen terme. Et dernière affirmation, le risque et ses membres tireront grands avantages du réseau déjà en place pour leurs échanges ou pour l'accès à certains services qui y seront hébergés. Merci, M. Morin. Alors, pour poursuivre, M. Raymond, alors je vous invite à prendre 5 minutes. Maudit est à l'envers. Attendez. La fonction gyroscopique du iPad peut être déroutante. Écoutez, moi, je représente le milieu universitaire. Donc, on a déjà goûté à la Fédération d'identité. On a implanté ces solutions-là ici sur le campus à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et puis, j'en suis un ardent promoteur. Ce que j'appelle, moi, les fédérations d'identité, surtout dans le milieu universitaire, je les diviserais en 3 volets. Il y a le volet connectivité planétaire, le service Eduroam. Le volet Web SSO, donc le Single Sign-On au niveau des applications Web. Et puis, le volet d'identité unique, qui est peut-être un enjeu dont monsieur discutait un peu à côté, puis je pense qu'il a été amené par le ministère de l'Éducation, entre autres. On se pose la question à savoir est-ce qu'on devrait avoir un identifiant unique, un peu comme notre numéro d'assurance sociale au niveau de l'éducation, qui pourrait être en même temps un identifiant unique au niveau de nos accès électroniques. Alors ça, c'est un volet qui est avec lequel on est un peu dans l'expectative. Mais les deux autres, ce sont des réalités aujourd'hui. Alors, je me pose, moi, personnellement, la question à savoir comment ça se fait que nous, surtout au Québec, on n'en est pas là. Les exemples fusent. J'ai quelques chiffres ici. Si on parle d'Eduroam, le service de connectivité sans fil, l'équivalent du NIL sans fil ou de ZAP, c'est en opération depuis 10 ans avec succès en Europe. Donc, toutes les fédérations, les services de réseau d'enseignement en recherche en Europe sont connectés avec Eduroam. Donc, des gens qui sont ici, qui sont déjà clients d'Eduroam, peuvent aller à Paris, peuvent aller en Islande, peuvent aller en Suède, en Angleterre, dans une institution universitaire qui est Eduroam, puis va pouvoir se connecter sur le réseau sans fil à l'aide de son identifiant universitaire.
Donc, et puis ça fonctionne. C'est un projet qui a été démarré à petite échelle, et puis ça fait boule de neige. Et puis maintenant, on vient de fêter le 10e anniversaire là, à la dernière conférence de Ténéra, là, où les grands réseaux d'enseignement-recherche se rencontrent en Europe. Edurhome au Canada a été implanté, si je me souviens bien, aux alentours de février 2008. Puis déjà en février 2011, 3 ans plus tard, on parlait de 100 000 authentifications connectées, des gens connectés. Puis aujourd'hui, on parle de plus d'1 million d'authentifications sur le réseau Edurhome. Donc, la courbe est exponentielle parce que de plus en plus, les institutions se branchent à ce service-là. C'est un service qui est sécuritaire parce que la façon dont c'est exposé, dont c'est développé, ce système-là, c'est qu'il est un peu pyramidal. Donc, chaque entité, chaque institution a ses propres équipements, ses propres bases de données et les rend disponibles via un serveur fédéré. Donc, ici au Canada, c'est Canary qui nous supporte. Et puis, à partir de là, on peut s'interconnecter partout. Donc, il y a une relation de confiance qui s'installe entre les institutions avec une fédération. Et puis, tout ça au coût modeste de quelques milliers de dollars par année. Je pense que la prochaine étape, puis malheureusement, les nouvelles de Canary étaient un peu décevantes ce matin, à savoir que compte tenu des compressions budgétaires, on va devoir probablement charger de plus en plus de frais. Je trouve ça dommage parce que Canary venait de récupérer la Fédération canadienne d'accès, où avec un coût minime d'introduction, il était possible de s'abonner à ce genre de service-là, les services de fédération d'identité. J'espère seulement que les prochaines étapes budgétaires à Canary ne freineront pas cet élan-là. Je trouverais ça bien dommage. Au niveau du WebSSO, les techniques encore là sont bien connues, puis sont encore pilotées par les fédérations d'identité qui sont déjà en place. On parle de Shibboleth, on parle de SAML qui est le markup language qui permet justement de faire de l'authentification web. Un autre exemple qui nous vient encore d'Europe, c'est un service qui s'appelle EduGain. EduGain, c'est une fédération de fédérations. Donc, ça vient du regroupement des réseaux d'enseignement-recherche d'Europe, le réseau géant. Et puis, ils ont démarré, à partir des services fédérés qui existent déjà, des super serveurs fédérés qui permettent, entre autres, je pense que la meilleure application qu'on peut parler, c'est au niveau du CERN. Le CERN a des chercheurs qui sont disséminés un peu partout dans le monde, qui ont besoin d'avoir accès à des applications, et puis où la gestion des comptes est assez complexe. Alors, par cet outil-là de type EduGain, on peut faire une authentification unique à partir de notre identifiant local pour pouvoir se connecter à des applications un peu partout dans le monde. Évidemment, ça demande un peu plus d'effort, mais là aussi, je pense l'effort vaut le travail parce que on fonctionne en mode fédéré, on fonctionne en mode sécuritaire aussi, parce que si on se considère comme étant une organisation sécuritaire, à ce moment-là, on peut considérer, puis les gens nous demandent de prouver qu'on est une organisation sécuritaire. Il y a moyen à ce moment-là de déléguer les fonctions d'authentification chez un tiers. Alors, en Europe, par exemple, il y a 19 fédérations d'identité qui sont regroupées sous le même chapeau d'EduGain. Là-dessus, il y a 1500 fournisseurs d'identité, puis 500 fournisseurs de services. Donc, 500 applications possibles qui sont accessibles via EduGain. Je pense qu'il faut s'en aller dans cette direction-là au niveau de la recherche et au niveau de nos accessibilités au niveau des différents campus universitaires. Bien, merci beaucoup, M. Raymond. Alors, M. Durand. Oui, bonjour à tous. Je représente ici la Terre du milieu, c'est-à-dire le mode collégial de la chose, où on a un peu appelons ça une problématique qui est différente par rapport aux commissions scolaires et aux universités. On est un peu des deux. C'est que les universités ont une grande mobilité autant d'étudiants que de personnel. Les profs s'échangent un peu plus, peuvent aller faire des sessions ou des années dans d'autres institutions, que ce soit au Canada, au Québec, au Canada ou un peu ailleurs. Et leurs étudiants aussi, de par leur niveau d'enseignement et d'éducation, aussi sont là plus longtemps et se déplacent.
Au niveau collégial, on a les étudiants entre 2 et, mettons, 5 ans. Idéalement moins, là, mais ça arrive qu'ils changent d'idée au moins une fois. Fait que, mettons qu'on dit 5. Et ils sont relativement chez nous. Et par contre, on fait partie du bout de l'enseignement supérieur. Donc, on a une problématique un peu particulière. Avoir Édurôme, c'est intéressant. C'est techniquement pas compliqué à mettre en place. Lorsque la fédération a commencé en Colombie-Britannique, qui était gérée par l'Université en Colombie-Britannique, j'avais levé le doigt en disant, mais êtes-vous ouvert à des collèges pour qu'on essaye peut-être un peu? Ce qui fut fait pendant une brève période, et c'est vraiment d'une simplicité déconcertante à mettre en place. Et ça a été récupéré par Cuccio, qui est le regroupement des responsables de l'informatique des universités. Lorsque Cuccio a repris ça, ils se sont dit, pas de problème, mon gars, si tu veux continuer là-dessus, il n'y a pas de problème, il faut que tu sois membre. Et pour un collège comme chez nous, qui est en gros 7000 TC, c'était 2500 $ par année pour permettre que quelques invités qui viennent chez nous, d'autres collèges ou peut-être d'universités, soient capables de se connecter avec leur identifiant. Vous comprenez que ce n'est pas un business case qui est très facile à faire quand c'est un coût annuel. Lorsque Canary a repris ça, j'ai dit « Ah, intéressant, Canary. Je fais partie du risque. Le risque est très présent à Canary. Je vais peut-être être capable de passer par la porte d'à côté ou d'en arrière pour pouvoir avoir accès au service. » Malheureusement, et confirmé ce matin, ça va être un service qui va être tarifé. J'espère, après avoir discuté avec M. Canary tantôt, que lorsqu'ils vont avoir mis en place et stabiliser le côté universitaire qu'ils ont récupéré de Cuccio, qu'ils vont travailler quelque chose plus à la portée, disons, des commissions scolaires des collèges, où la mobilité n'est pas extrêmement là, mais qui est quand même intéressante. Surtout si on déploie et qu'on se déplace, et là, c'est un vœu pieux vers la santé, où on envoie des stagiaires et qui ont à se refaire recréer des identifiants pour avoir accès à différents systèmes là-bas. Dans leur milieu de stage, ça pourrait simplifier des choses. Mais le premier frein, disons, pour appelons ça l'éducation supérieure de base et la commission scolaire, c'est plus le ticket à l'entrée. Pour ce qui est de Chibolette et des autres SSO, c'est le même principe de base, c'est-à-dire qu'il faut avoir accès à la fédération. Et en plus, il faut avoir accès à nos applications, puisque dans le cas du Single Sign-On Web, il faut modifier l'application ou adapter l'application pour qu'elle puisse utiliser une fédération. Donc, à ce niveau-là, il y a une petite problématique de plus parce qu'il y a de moins en moins de collèges qui ont des équipes de développement. Dans le cas des commissions scolaires, c'est la GRIX qui prend la majorité des développements. Il y en a peut-être des petits locaux, mais la majorité sont faits là. Donc, c'est les deux, appelons ça, freins à l'entrée rapide. Dans le cas des Durôme, c'est quelque chose qui se met en place très rapidement. Ça serait intéressant. Et on continue à titiller Canary pour dire « oubliez-nous pas, oubliez-nous pas ». Je sais que Richard Labrive ne nous oublie pas. Il va nous parler en notre nom à ce niveau-là. Par contre, au niveau de l'identité elle-même, je fais partie de quelques comités là, qui ont rapport à la loi 133 et il y a un nouveau qui vient de débuter sur l'identifiant unique. Et non pas l'identifiant unique au niveau de l'éducation, mais l'identifiant unique, appelons ça, au niveau du citoyen, où à la naissance, il y aurait un identifiant qui serait généré, assurance maladie, assurance sociale, appelez ça le numéro que vous voulez, qui serait différent d'un autre, mais qui pourrait être conservé tout au long de la vie et seulement des divers dossiers qui sont attachés. Donc, si je suis du côté de la santé, mais mon dossier santé s'accroche à ce numéro-là, puis si je suis en éducation, ben c'est mon dossier éducation qui est là. Là, la fédération va être nécessaire pour être capable de suivre l'individu tout au long de sa carrière. Est-ce que à ce moment-là, il y aura quelque chose où, du type EduGain, il y aura des fédérations provinciales qui seront chapeautées par une peut-être Canary, et là, ça sera
dans notre cas, quelque chose comme notre fournisseur d'accès préféré qui va être membre de la Fédération canadienne et qui va se trouver à nous offrir le service moyennant la cotisation normale. C'est des choses qui seront à débattre, mais le frein principal, oublions le côté universitaire où le besoin se vend plus rapidement, c'est vraiment le côté monétaire. Bien, merci beaucoup. J'ai peut-être une question pour vous après, je pense. Monsieur Drouin. Ah, non, après. On va laisser M. Drouin expliquer son point de vue. Oui, alors, une chance, j'avais 3 plans de match parce qu'il y en a 2 qui ont été couverts par mes prédécesseurs. Ça fait que je vais vous faire grâce de répéter ce qui a été dit. Juste vous mentionner que je siège sur le conseil d'administration d'un organisme qui s'appelle le GTNQ. Donc, c'est le groupe de travail québécois sur les normes standardisées pour l'apprentissage, l'éducation et la formation. Il y a à peu près 1 an, on a sorti justement un écrit là-dessus, un recueil d'informations. Je ne prétends pas que c'est une étude, mais un recueil d'informations pour avoir un état de situation à l'époque sur les fédérations d'identité. Ceux que ça intéresse, je vous invite, je vous dirais que 80% du document est toujours à jour. Au niveau des cas que je vais vous amener, plus les cas du côté des fournisseurs de services, parce que oui, chez nous, on couvre bien sûr les besoins des commissions scolaires et certaines y répondent de façon autonome aussi. Mais d'un autre côté, j'ai par exemple chez nous une collection vidéo avec près d'1 demi-million de comptes à gérer. Et bien sûr, on veut éliminer un petit peu l'importation massive de comptes. Ça a toutes sortes de désagréments parce que c'est très difficile à maintenir à jour. Et on reçoit des téléphones, un utilisateur à un moment donné ne réussit pas à accéder. Donc, on veut automatiser les processus au maximum. Alors, on a ce problème-là au niveau de la collection vidéo. Cette collection vidéo-là, elle émet des codes XML standard Marc 21 qui se connectent avec les applications de bibliothèque. Et l'application de bibliothèque, lorsque la personne clique une vidéo, veut réussir à accéder à la vidéo de la collection vidéo. Mais là, il y a une authentification qui est nécessaire. Alors, ça, c'est un exemple, justement, de l'importance des approches fédérées au niveau de l'identité, c'est de faciliter la vie de l'utilisateur parce que lui, ça ne l'intéresse pas. L'institution a acheté un droit d'accès à des ressources. Dans certains cas, les ressources sont gratuites et l'utilisateur veut y accéder facilement. Pour y arriver, bien, il faut justement mettre en place des étapes qu'on a été obligé de mettre en place, nous autres, qui sont des étapes intermédiaires. On a parlé de SAML tantôt. On aurait souhaité mettre en place quelque chose comme Shibboleth, mais comme les annuaires et la gestion de l'authentification n'est pas suffisamment standardisée entre les institutions, bien, on est obligé d'adapter notre système de connexion à chacune des institutions parce que chacune a une façon propre de gérer l'alimentation des informations à partir des données sources. Donc, je parle des systèmes de gestion pédagogique, des systèmes de rémunération qui amènent des données sources pour amener l'authentification. Et comme ces approches-là ne sont pas standardisées, je ne suis qu'un des fournisseurs parmi tant d'autres, mais cette adaptation-là que chacun des fournisseurs doit faire coûte cher. Et elle coûte cher aussi à chacune des institutions qui doivent travailler avec nous également pour adapter cette facilité-là d'accès. Alors, ça sera gagnant pour tout le monde le jour où on aura déterminé des approches fédérées sur l'identité pour accéder à ces ressources-là. Maintenant, une fois qu'on a dit qu'on y accède, on vit dans un écosystème qui est en constant changement. Cet écosystème-là, à quoi il ressemble aujourd'hui? Premièrement, il y a de plus en plus de SAS, donc des services hébergés qui arrivent et qui requièrent de l'authentification. Si on prend les plus courus, comme Facebook et Twitter, le standard OAuth, qu'on ne parle pas beaucoup en éducation, et c'est normal parce qu'il est peut-être mal adapté pour répondre à des besoins, mais il est largement utilisé chez les utilisateurs finaux pour accéder à des ressources et à partir de son compte Facebook, de s'authentifier à une multitude de services. Donc, du point de vue de l'utilisateur, on a donné des facilités qui leur permettent d'accéder à des services avec une facilité incroyable. Avec des problèmes potentiels aussi, parce que souvent, quand ils cliquent OK, ils ne s'aperçoivent pas justement à tout ce à quoi ils ont dit oui. Mais ce n'est pas grave, il y a de la facilité d'accès. On a parlé tantôt d'édition numérique. En fait, ce n'est pas tant l'édition numérique
comme les ressources qui s'en viennent. Je vais prendre l'exemple de 2 fournisseurs aux États-Unis qui sont à surveiller, McGraw-Hill et RP, au Québec, qui relèvent de la plateforme, c'est pas Watson, c'est Pearson, justement, qui sont en train de développer non pas de l'édition numérique, mais des entrepôts de données où il y aura des LMS accolés, des ressources et des outils de gestion pédagogique pour indiquer le niveau de réussite et à quel point, selon les théories de l'apprentissage, vous êtes rendu, par exemple, à ce que tel élément soit rendu dans votre mémoire à long terme. Donc, est-ce que c'est pompeux un peu? Présentement, ces outils-là sont très imparfaits, mais ils nous donnent une indication du monde dans lequel on s'en va. Et cet écosystème-là doit adresser aussi, pour le futur, la façon de s'authentifier et la façon de donner des attributs, parce qu'au fond, ce n'est pas tant l'authentification que les attributs. Un exemple très simple, si moi, j'ai 13 ans et je vais au cinéma pour aller voir un film de 18 ans et plus, ce qui intéresse le propriétaire du cinéma, c'est pas que je m'appelle Pierre Drouin, c'est plutôt d'avoir une carte avec quelque chose qui a été validé à quelque part, puis qui dit que j'ai l'âge ou non pour entrer. Et à partir de ça, ça intéresse peu le propriétaire du commerce que le nom qui est écrit là-dessus. Il voit ma photo, il voit le nom, il fait sa vérification, OK, j'accède. Et c'est le défi, en fait, de l'authentification, de réussir à répondre à ces choses-là. Je reviendrai tout à l'heure avec justement les entrepôts de données et les outils de recherche qui vont adresser des défis majeurs par rapport à l'authentification et aussi à la protection des renseignements personnels. Mis beaucoup, M. Drouin. Au fond, vous avez bien compris, ce que vous venez d'expliquer, c'est que cette fédération qui doit être mise rapidement en place, M. Morin insiste là-dessus, puis je pourrais tout me demander qui pousse pour que ça soit mis en place. Ensuite, on a bien vu que quelque part, la mobilité des gens fait qu'effectivement, ne serait-ce que juste pour du simple login web, ça devient important de pouvoir trouver une solution très simple. Je pense que Eduroam peut répondre à cette solution-là. Peut-être en même temps, un petit point de M. Durand qui vous disait, il y a un coût derrière tout ça, puis jusqu'à quel point que de vouloir être compatible ou plutôt être branché avec une université ou un collège en Colombie-Britannique vaut le coût pour votre collège à vous. Ça, c'est un peu mon point de vue. Mais le coût de modifier ces outils à l'interne vaut la peine. Après, je pense que vos 4 points de vue montrent que vous y croyez beaucoup, même si, chemin faisant, ce ne serait pas évident. Je crois qu'il faudrait qu'on se dise tous en même temps, à go, on saute dans le train. Ce serait beaucoup plus simple de cette manière-là, parce qu'actuellement, si on y va chacun de son côté, pourquoi pas alors, ce serait ma première question, pourquoi pas maintenant, pendant que ça se fait, que chaque université ou collège ou institution, en fait, ne le ferait pas, éviterait la fédération, qui est quand même un partage d'un certain, partager un peu la sécurité quelque part. Pourquoi pas on ferait des liens de gré à gré? Pourquoi que la fédération, pourquoi que les institutions ne feraient pas un lien de gré à gré maintenant, plutôt que de développer sur un système? Peut-être que demain, il va encore changer. Donc, je me demandais juste si vous pouvez répondre pour montrer que si c'est vraiment important d'attendre que la fédération se mette en place ou de développer chacun à son côté ce système-là. Bien, si je peux me permettre, la fédération, son avantage premier, c'est que ton lien de gré à gré, tu le fais une fois. Donc, le Cégep de Sainte-Foy fait le lien de gré à gré avec la fédération. Trois-Rivières, l'UQTR fait son lien de gré à gré avec la fédération. Je ne suis pas obligé de faire un lien de gré à gré avec l'université de l'UQTR, puisque c'est la force, et c'est pour ça qu'il faut quand même que la fédération soit forte, puisque c'est elle qui va détenir, si on veut, pas la vérité, parce que la vérité reste chez nous. Elle n'a aucune connaissance des utilisateurs, mais c'est elle qui me représente. Donc, il faut que je lui fasse confiance dans le lien que j'ai fait, parce qu'il faut que je lui fasse confiance assez pour que je dise le lien qu'elle a fait avec Trois-Rivières, c'est un lien aussi fort qu'avec moi. Donc, je peux faire confiance à Trois-Rivières. C'était un peu l'endroit où je voulais vous mener un peu, cette notion de cercle de confiance, effectivement, qui, je pense que quand on se connaît entre nous, ça va, mais on parlait un peu de fédération, puis il y avait même une notion planétaire, éventuellement, de citoyens. Ça commence à venir un peu épeurant. Une fois qu'on l'a marqué au début, ça va se rendre jusqu'où? Et l'autre bout, juste pour terminer là-dessus, c'est aussi le lien gré à gré, comme j'en ai seulement un à faire, au niveau gestion interne à moi. J'ai un lien à gérer de confiance plutôt qu'un lien avec tous mes autres partenaires potentiels,
connu et inconnu. Et c'est là que EduGain qui commence, lui doit encore être encore plus fort et encore plus Crédible, oui. crédible parce qu'elle ramasse des fédérations. Donc, si on recommence à remonter pour faire une fédération nord-américaine, il faut que je sois capable de faire confiance à la fédération nord-américaine et non pas celle seulement canadienne, où là, le supra-État avec tous les problèmes potentiels que ça peut amener. Monsieur Morin, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je vous dirais une préoccupation qu'on a toute particulière dans les commissions scolaires, c'est qu'on a des jeunes qui ont moins de 13 ans et pour lesquels on a une nécessité de protéger d'une façon toute particulière qui ils sont, tous les renseignements nominatifs. Alors ça, ça implique beaucoup de choses. Donc, ça implique surtout qu'il ne faut peut-être pas laisser l'enfant aller s'ouvrir des comptes ici et là. D'autre part, la relation avec un fournisseur est particulière. La notion de confiance là est difficile à établir. Si c'était juste avec d'autres institutions d'enseignement ou avec le gouvernement, ça peut aller. Donc, la Fédération d'identité vient pallier à ça. Et aussi, on n'a pas à se soucier si on a une fédération d'identité, puis on a un partenaire comme le ministère qui s'occupe, lui, de fournir les attributs pertinents. Nous, on a tous des codes permanents. Il s'agit maintenant d'aller chercher les attributs, y associer les attributs qui sont pertinents. Les attributs, est-ce que cet enfant-là est inscrit à tel programme? Est-ce qu'il fait partie de telle institution que payer pour avoir accès à des manuels scolaires, etc. Donc, c'est ça qui est important au niveau de la Fédération, quant à moi, c'est se mettre en place ce qu'il faut pour, après ça, aller puiser dans les ressources qui sont ici et là. J'ajouterai un dernier élément, c'est qu'en ayant une fédération, avec automatiquement, il y a un regroupement d'achat de ressources. Et ça peut amener des retombées très intéressantes qui vont couvrir facilement là, les coûts de mise en place assez rapidement, je crois. Parce que si on décide, il y a un fournisseur qui est prêt à nous fournir certaines ressources, qui est hébergé par exemple au Loris ou ailleurs, bien, il va falloir qu'il négocie son droit d'entrée d'une certaine façon, puis qu'il nous offre quelque chose d'intéressant, mais avec un marché qui est grand. Ce que je crois comprendre un peu, c'est qu'au fond, vous anticipez ce tsunami de services en ligne et quelque part, une des réponses possibles, en fait, la réponse, c'est d'avoir la fédération pour au moins s'enlever Pensez simplement au manuel scolaire. Là. Ça se peut pas là, que ça soit pas en train de frapper nos portes. Là. Actuellement, Colombie-Britannique, il annonçait cette semaine, ou il y a une semaine ou deux, là, au niveau de la presse, qui était la première province où il allait offrir le manuel scolaire au niveau universitaire. Pratiquement libre de droit. Il y a la Californie qui font déjà ça depuis une couple d'années. Il y a beaucoup de ressources qui vont être disponibles. Là. Alors, on parle de la collection vidéo numérique. Nous, on l'a implanté. C'est vrai que c'était pas simple. Et puis on a des ressources dans notre commission scolaire que certaines n'ont pas. Donc, c'est encore plus ardu, effectivement, pour certaines. Donc, il faut absolument mettre ça en place. Monsieur Drouin? Oui, en passant, on parle de la Colombie-Britannique, mais il y a toute une planification qui prépare le terrain. Et je me souviens quand on a rédigé le rapport qui est déposé au groupe de travail, au GTNQ, on a été impressionnés de voir un plan de match. Il y avait un véritable plan de match, on le voyait. Il n'y avait rien de concret qui était là à l'époque, mais on voyait une préparation. Il y avait des traces au niveau de la santé, des orientations du patient pour accéder à son dossier en ligne, une vision sur l'éducation, des services gouvernementaux. Donc, il y avait une architecture, une pensée globale. Et par la suite, il y a des mandats qui redescendent à des entités plus petites, mais il y a un plan de match. L'autre chose, il y a la Fédération d'identité au Royaume-Uni, pas spécialement pour le secteur jeune. Je ne suis pas retourné récemment, mais c'est assez remarquable de voir à quel point, justement, les rôles et responsabilités sont clairement définis à l'intérieur de la Fédération pour y adhérer. L'adhésion est optionnelle, mais le cadre est très clair. Alors, pour réagir un petit peu par rapport à quand on parlait de gré à gré, oui, des ententes de gré à gré, mais je suis dans une relative contrainte, justement, pour qu'un système à la grandeur d'un État puisse fonctionner.
pour faire un peu de chemin sur le gré à gré versus la fédération, il faut être conscient que des outils comme Eduroam et surtout Chibolette, si on parle du Web SSO, ce sont des outils. C'est pas, on peut les implanter, mais ensuite, il faut quand même se négocier avec nos partenaires les accès qu'il faut. Donc, c'est pas automatique. Là. Donc, nous, comme chez nous, Eduroam est implanté, ça va bien. Les gens qui veulent faire du sans-fil chez nous peuvent le faire. La partie Chibolette, elle est implantée, mais elle est dormante. Parce qu'on n'a pas encore d'application, on n'a pas encore d'entente. Souvent, on voit ces applications-là chez nous avec des fournisseurs pour des revues électroniques, des fournisseurs de revues électroniques via les bibliothèques, où les gens demandent d'avoir une authentification particulière pour pouvoir avoir accès à leurs services. Mais tant que l'infrastructure est là, mais il faut quand même s'entendre avec le fournisseur pour dire oui, je suis capable de vous fournir une identité fiable. Et puis à ce moment-là, ils vont te reconnaître puis ils vont t'ajouter dans ta liste. Alors, je pense que ça fait que c'est pas un bar ouvert. Et puis, ça évite d'avoir un authentifiant unique. Ça me fait peur un peu, la notion un peu de Big Brother, là, à savoir que pourquoi avoir un authentifiant unique qui va te suivre, qui va te tatouer sur le corps pour le restant de tes jours, c'est pas nécessaire, je pense, aujourd'hui. Là. Avant, on parlait même d'avoir une notion de courrier électronique individualisé pour le restant de nos jours. Les technologies évoluent tellement rapidement, c'est plus nécessaire. Donc, ce qu'on cherche à avoir, c'est d'être reconnu comme étant adhérent à une institution, mais qui va être via ces outils-là, qui va avoir un lien de confiance avec les correspondants. Okay. Monsieur Drouin, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, là, on va avoir un débat. En fait, je suis d'accord, oui, d'avoir un identifiant à vie qui vient nous marquer avec toutes les traces. Je suis d'accord que c'est inquiétant. Cependant, je veux mentionner que on a des services chez nous qui sont sous contrat avec un fournisseur qui est dans le cloud aux États-Unis et au Canada et sur lequel on a regardé, on a appris beaucoup à travers l'intelligence de l'affaire et le raffinement de l'authentification. Ce qu'on découvre, c'est que, par exemple, certaines portions du site qui nous apparaissent à prime abord les plus intéressantes ne sont pas utilisées. Ils sont utilisés par 1%, alors que certaines sections du site sont utilisées à 60% par les utilisateurs. Et une des choses dont on a besoin dans une fédération d'identité, c'est le catalogage de nos utilisateurs pour être capable de bien répondre à leurs besoins par la suite et de faire des choix stratégiques au niveau du développement des plateformes pour savoir comment adresser le marché. Parce que présentement, on avance, je ne dis pas pour tout le monde, mais beaucoup à l'aveugle parce que les différents sites disposent de différentes données et on a beaucoup de mal, je ne connais pas le domaine de l'enseignement supérieur, mais au secteur jeune, on a beaucoup de mal à tirer des conclusions sur l'utilisation réelle des ressources et qu'est-ce qui fait réussir quelqu'un qui est en train d'apprendre versus les ressources qui peuvent être très séduisantes, mais qui nous provoquent très peu d'apprentissage aussi. Alors, c'est l'intelligence d'affaires qui va pouvoir se développer avec le temps, avec le raffinement d'une fédération. C'est quand même tout un défi que vous demandez, parce que suivre un marché qui se développe très rapidement, des fois, pour les institutions, c'est pas facile. On n'est pas toujours au même rythme que le marché qui, eux, sur une base de 6 mois, peuvent tout changer. Effectivement, mais je me souviens, il y a bientôt 2 ans et demi, lorsque j'ai eu à ma charge la collection vidéo, lorsque je suis rentré au niveau de la direction, ça m'empêchait de dormir la nuit parce qu'à un moment donné, on veut refaire la plateforme. Je regarde, j'ai peut-être 1/10 du budget de ce qu'ils ont en France pour développer quelque chose de comparable, 1/30 de ce que certains compétiteurs aux États-Unis ont. Et là, on se dit comment on va faire. Une chance qu'on avait un fournisseur aux États-Unis pour comprendre justement les dynamiques de ce que pouvait être la plateforme. On fait peut-être 20 de ce qu'ils font, mais le 20 est dans ce qui est très actif. Et on le sait, des études nous disent que 64 des fonctions des logiciels ne sont à peu près jamais utilisées par les utilisateurs. Alors, si on réussit à bien cibler et à développer de l'intelligence, ça, c'est une autre chose qui va nous générer des économies spectaculaires. Et ça, c'est le point majeur qui devra être adressé au cours des prochaines années. Et pour moi,
les approches fédérées de l'identité sont incontournables, si elles sont bien faites. Merci, M. Drouin. M. Morin, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, en fait, on parle des attributs ici, si on veut qualifier un petit peu qui utilise quel type de ressources, etc., sans se rendre au niveau nominatif. Là, c'est là qu'on va pouvoir ajuster l'offre de service optimalement. Je veux revenir, moi, sur la question de l'identifiant unique. Plutôt que d'avoir un identifiant géré dans chacune des institutions de confiance. Il y en a un au Québec, on parle de clé sécure. Je ne sais pas, vous avez probablement obtenu votre clé lorsque vous avez fait votre rapport d'impôt. Mais j'essaie d'imaginer de confier une clé de ce genre-là à un élève du premier cycle du primaire, où on est obligé, même pour 2-3 ans, lui donner un code générique pour s'authentifier sur son ordinateur, puis l'écrire au tableau, etc. Là. Il faut penser, lorsqu'on pense de clé unique, là, des enfants, là, jusqu'à l'âge adulte. Il faut y penser à ça. Et s'il y a une clé, puis qui écrit, il est obligé d'écrire ça sur un papier ou je ne sais pas trop où, là, bien, ça ne sera pas une clé, hein? Ça va être un cadenas débarré, là. Donc, on n'est pas dans la même veine. Ce que je veux dire, c'est qu'une fédération d'identité, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on peut servir différentes clientèles en fonction de leurs attributs. Par exemple, il y aurait des ressources pédagogiques très intéressantes, puis il serait décidé que des gens du ministère de l'Éducation, les employés du ministère qui travaillent au niveau du matériel didactique devraient avoir accès à ces ressources-là. Alors, on va dire le ministère fait partie du groupe de confiance au niveau de la fédération, puis on va dire les gens qui possèdent cette authentification-là, voici le niveau d'accès aux données qui sont disponibles. Alors, c'est moi, comme vous voyez, l'aspect de la fédération d'identité, c'est pas une question de pouvoir se promener d'une institution à l'autre. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir accès à des ressources qui sont multiples, sans avoir à révéler constamment notre identité, sans savoir à qui on a affaire. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je vais peut-être vers la salle, ceux qui ont peut-être des questions. Est-ce que vous, dans la salle, vous voyez le besoin d'aller de l'avant vers les promesses de la Fédération d'identité? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez quand même 4 spécialistes qui sont là pour répondre à vos questions. Il y a 2 personnes qui ont des micros, un de chaque côté. N'hésitez pas. Levez la main, elle va venir vous rejoindre. Sinon, moi, j'ai d'autres questions encore, peut-être pour poursuivre un peu avec M. Morin. En fait, ça serait quoi le rôle, vous ou plutôt les autres, mais le rôle du ministère de l'Éducation qui doit prendre ou qui peut prendre, parce que des fois, il y a le devoir, puis des fois, la possibilité. Parce qu'au fond, on entend bien qu'il y a quand même quelqu'un qui doit chapeauter ça, surtout dans l'éducation. Comment vous voyez ce rôle-là? Bien, pour ma part, je crois que c'est au niveau d'associer des attributs à une authentification donnée. De déterminer quels attributs. Donc, est-ce que c'est, par exemple, imaginez-vous là un manuel scolaire qui serait disponible pour les enfants de 3e année au primaire ou secondaire 2 qui est à tel programme. Mais le ministère a toute cette information-là. Puis plutôt que la donner de toutes sortes de façons, il peut y avoir le ministère qui fournit ces données-là. Le ministère n'a pas à jouer le rôle de fédérateur. Il fait partie du cercle de confiance avec un rôle particulier. Puis, sauf leur respect, je veux dire, vous croyez qu'ils sont en mesure de réussir à embarquer là-dedans? Bien, je vais vous dire l'indice principal que j'ai. J'espère que c'est sérieux, mais je pense que oui. C'est la loi 133, où on parle de mise en commun de ressources. On veut orienter aussi une utilisation optimale des ressources, faire des choix technologiques qui sont solides. Bien, en tout cas, si le ministère n'embarque pas dans le train, il y a un sacré problème, tant qu'à moi. Bien, la loi 133, est-ce que c'est quelque chose pour vous, parce que la mise en commun de ressources, la Fédération d'identité, à mon avis, propose une bonne manière de résoudre, en tout cas, réduire certains coûts. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions par rapport à ça? N'hésitez pas, levez votre main. Quelqu'un va venir avec un micro. Vous voulez rajouter quelque chose, M. Raymond? Bien, tout simplement, mentionner que dans le cadre de la loi 133, où effectivement, on parle de mise en commun, mais ça serait peut-être faire une erreur d'aller vers une centralisation. On le voit, ce genre de projet-là d'envergure ont un moment d'inertie qui est extraordinaire, puis qui fait que bien souvent, ces projets-là
s'essouffle avant d'arriver en production. Alors ça, c'est le danger que je vois. Alors que si on permet à ce moment-là de prendre des identités puis de les fédérer, il va y avoir une dynamique. Comme monsieur le mentionnait, je pense que la plus-value là-dedans, c'est le fait de pouvoir identifier des groupes d'intérêt à l'intérieur des fédérations d'identité. Chez un fournisseur, par exemple, avec le protocole Chibolette, il y a moyen de déterminer que les étudiants en médecine ont accès à certains périodiques électroniques alors que d'autres n'ont pas accès. Alors ça, c'est déjà là, c'est déjà en place. Alors il suffit de s'entendre sur les métadonnées sur lesquelles on va pouvoir échanger. Et puis à ce moment-là, autant avec l'industrie qu'avec les gouvernements, qu'avec les institutions, à ce moment-là, on va faire un immense bout de chemin de cette façon-là, sans avoir à faire du développement à outrance. J'entends peut-être une question qui peut peut-être se poser dans la salle, mais qui pourrait garantir que la plateforme de fédération d'identité choisie sera encore là demain, puisqu'effectivement, des choses peuvent bouger. Là, on parlait tout à l'heure du Security Assertion Markup Language, mais par rapport à Chibolette, est-ce que c'est une question légitime de se dire « j'ose pas avancer avant que tout soit vraiment sûr », tout en sachant que parce qu'on n'avance pas, que les choses vont peut-être pas marcher? Est-ce que c'est quand même une question que les gens peuvent se poser ou vous trouvez qu'elle n'est pas pertinente comme interrogation? Ce sont des modèles qui sont en place déjà depuis un certain temps. Puis je pense qu'il faut laisser les forces se déployer par elles-mêmes. Oui, il y a eu SAML qui vient du SGML, et puis parallèlement, il y a eu l'initiative d'Internet 2 avec Chibolette. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'après un certain temps, ces protocoles-là se rejoignent. Donc, oui, il y a des différences. Puis encore une fois, si les échanges se font à l'aide de métadonnées, peu importe la quincaillerie qu'il y a dessous ou la programmation qu'il y a dessous, l'important, ça va être d'avoir les échanges qui puissent se faire au niveau des métadonnées, au niveau des protocoles. Puis ça finit toujours par se rejoindre, parce que sans ça, il n'y a jamais de gagnant là-dedans si les gens ne se parlent pas. Donc, une certaine forme de confiance que ça va vers une forme d'intégration? Oui, et ceux qui... on est en informatique, pour la plupart, l'avenir qu'une autre section d'upgrade. Si on attend la prochaine chose, on n'avancera pas. Donc, à un moment donné, il faut, comme tu dis, se lancer, sachant que ça va évoluer. Ce qu'on a aujourd'hui, simplifions ça à l'extrême en disant juste Edurome, pas sûr que même dans 5 ans, Edurome ressemble au Edurome d'aujourd'hui. Il va y avoir une certaine évolution, sauf que ce que tu vas transmettre, c'est un processus d'authentification et une validation. Ce qui va changer, c'est le cheval versus la voiture versus le train. Là. C'est le mécanisme de transport, mais il va y avoir un transport d'authentification et de validation d'authentification. Au fond, le concept reste. Le concept reste là parce que c'est ce que tu veux valider. Okay. Comment tu vas le valider, ça va évoluer dans le temps. Il y a une question dans la salle, donc je vais sauter sur l'occasion pour... Pas nécessairement une question pour l'instant, mais juste pour faire un bout de chemin sur votre question. Moi, je pense que la masse critique est déjà là par rapport à aux fédérations. Je pense que c'était ça l'esprit de votre question. Est-ce qu'il y a une solution qui émerge? Moi, en tout cas, peut-être d'entendre nos panélistes là-dessus, mais pour moi, c'est clair que maintenant, que ce soit au niveau des Duroms, au niveau de Chibolette, la masse critique est déjà là. Si on regarde l'ensemble des maisons d'enseignement qui l'utilisent dans le monde, je pense que le choix est assez évident. On n'a pas les moyens au Québec de réinventer la roue. On ne peut pas se le permettre. Donc, pour moi, je pense que c'est déjà une orientation qu'il faut déjà adapter, comme il vient d'être dit. Premier point. Deuxième point, juste peut-être relancer, puis j'ai un peu de malaise par rapport à ce qui est discuté présentement. Je trouve qu'il y a une confusion entre les outils puis le volet de partage de ressources ou d'accès à des ressources. Puis j'aimerais ça qu'on puisse éclaircir ce volet-là, parce que par rapport à, je pense que Daniel qui t'a fait un peu le point tantôt, la fédération, c'est seulement le moyen, là, c'est pas la finalité. Ce qu'on cherche à faire c'est de donner accès à plus de ressources, puis gérer mieux nos ressources. Puis ça passe par des négociations avec les fournisseurs de services et non pas par l'outil technique. Donc ça, j'aimerais ça vous entendre, puis vraiment, si je comprends bien ce que vous dites, puis ce qu'on doit faire. Puis c'est ça qui s'est fait ailleurs. Donc si on prend ce qui s'est fait avec Chibolette en Europe, la masse critique de dire on est sans université dans Chibolette au niveau européen,
lorsqu'ils sont venus pour négocier avec les fournisseurs de services de bibliothèques, ils ont dit, ben, attention les amis, vous parlez à 100 universités qui ont 1 million d'étudiants, puis on vient de changer le rapport de force. Donc là, c'est ça que je pense que vous cherchez, puis ce qui vient à dire, c'est dépêchons-nous d'embarquer tous dans la fédération pour régler ce problème-là, puis à focusser après ça sur des négociations avec des fournisseurs pour avoir des services, parce que là, on va avoir la masse critique. Très bonne question. Quelqu'un veut sauter là-dessus? J'ai 2 petites réponses. À tes 2 volets, j'ai une petite réponse. Loi 133 pour le premier volet, pour avoir discuté des tables où il y a l'éducation et autres ministères, appelons ça reste du gouvernement, sauf la santé qui n'était pas là, on fait peur au gouvernement. Parce que quand on lève le doigt et qu'on dit on est 1 million d'utilisateurs, nous autres, ils font « Vous êtes 1 million? » C'est pas comme gérer le restant des employés du gouvernement où il y en a beaucoup moins et qui sont beaucoup plus stables que la mouvance qu'on a. Donc là-dessus, on a une petite poignée là, sur, appelons ça le volet authentification et t'es qui toi? Appelons ça comme ça. Là. Et après ça, oui, effectivement, les contenus, on les voit de mon côté plus avec les bibliothèques et les choses du genre, où la vulgaire authentification par de quelle adresse IP tu viens, puis il passe par un proxy, là, ça commence à s'en aller tranquillement pas vite. Donc, ils veulent faire d'autres choses. Et le moyen chibolette, dans mon cas, où je fais du pseudo, là, donc, avec certains éditeurs de logiciels, s'en vient de plus en plus. Pardon, pas de logiciels, mais d'éditeurs de contenu, s'en vient de plus en plus. Par contre, il en reste encore beaucoup sur les vieux modes, donc ça va être un glissement qui se fera pas du jour au lendemain. C'est l'avantage qu'on a, on va avoir le temps de s'adapter. Mais pour s'adapter, il faut commencer. Et c'est là qu'il faut essayer de réduire les freins à l'entrée, parce qu'il y a beaucoup d'institutions, je parle pour ma terre du milieu, là, qui n'auront pas les ressources pour programmer les choses. Il va falloir que ça soit un de leurs autres fournisseurs de services qui soit capable de leur fournir l'expertise pour mettre ça en place. M. Drouin, vous voulez rajouter un point? Un des problèmes, c'est que, oui, Chibolette peut être utilisé présentement, mais les attributs que toi, tu mets en place ne sont pas standardisés avec ton voisin. Et c'est là que moi, comme fournisseur, même quand j'ai des gens qui ont bien préparé le terrain au niveau SAML, on ne fait pas de Chibolette, même si on aurait aimé en faire, il faut investir à chaque fois, des fois un petit peu, des fois ça se règle en 1h30, puis avec des clients, ça se règle en 3 jours de travail. Alors, quand tu en as une centaine, il ne faut pas qu'il y en ait trop à 3 jours de travail parce que là, ça demande énormément. L'autre chose aussi, c'est que c'est sûr qu'en éducation, la Fédération d'identité basée sur Chibolette a été, je pense, bien designée pour répondre à l'écosystème éducatif, disons ça comme ça, qu'il soit universitaire ou au secteur jeune. Cependant, je prends Finlande, je pense que c'est le FDDI, une fédération qui est beaucoup plus sécuritaire, mais qui a peut-être une sécurité qui est vraiment pas nécessaire et puis, qui coûte plus cher à administrer aussi. J'ai encore une autre question dans la salle, je vais en profiter. Comme moi, la loi 133, qu'est-ce que c'est? On trouve en 30 secondes pour... Oui, 30 secondes, c'est la loi sur la gouvernance des technologies, des TI, en fait. Là. Alors, essentiellement, c'est ça. Je ne m'aventurerai pas plus là-dessus, là, à moins que d'autres aillent... Mais on peut dire qui mène à l'idée de l'optimisation des ressources. Et ça, c'est le mot-clé qu'il faut retenir. Optimisation et regroupement. Et regroupement. Mise en commun. D'où Fédération d'identité, voilà. Pourquoi on en parle aujourd'hui. Je trouve que c'est tout à fait approprié de mentionner. Vous voulez rajouter quelque chose, M. Morin? Peut-être un des éléments qui est intéressant d'avoir une fédération, je disais tout à l'heure, le pouvoir d'achat, ni plus ni moins. Mais ce pouvoir d'achat-là peut être aussi utilisé pour déterminer quels attributs qu'on rend disponibles aux fournisseurs. C'est-à-dire, les fournisseurs, normal, ils veulent vraiment savoir quelle est la partie de leur service qui est le plus apprécié, etc. Ils veulent faire la statistique, etc. Mais imaginez-vous un environnement où on dit au Québec, tous les fournisseurs éducatifs doivent passer à travers un service de fédération d'identité dans lequel les attributs qui sont disponibles sont ceux-là. En dehors de ça, point de salut, il n'y en a pas. Alors, si tu veux être fournisseur chez nous, il faut que tu te contentes de ça. On n'a pas la même relation de négociation
une institution versus un fournisseur par rapport à l'ensemble de toutes les institutions du Québec. Et là, on parle du Québec, mais ça peut être canadien, ça, cette histoire-là. Hein? Est-ce qu'on peut prendre pour acquis qu'au fond, à la question de notre première question, qu'on a atteint quelque part la masse critique ou on est sur le bord de l'atteindre par rapport à la Fédération? Est-ce que vous croyez vraiment que, soit par la loi 133, donc par un mouvement qui dit qu'on va tous se regrouper, qu'il faut se diriger, c'est donc presque sûr qu'on va se retrouver? Mais peut-être pire. M. Raymond? Pour ma part, je dis fédérons-nous avant de se faire fédérer. On parlait de conglomérats comme Pearson. Pearson, c'est un éditeur extraordinaire qui est en train de tout acheter dans le milieu de l'édition, dans le milieu du course management system. Donc, il va de l'avant, puis il va probablement imposer ses façons de faire. Donc, si on n'a pas une réponse à ça, ou si on n'a pas une façon de faire, qui est une mise en commun qui est déjà faite, ben, on va se faire organiser, puis on risque que ça se passe pas de la façon dont on voudrait que ça se passe. Agir avant de se faire organiser. Voilà. D'autant plus que si on recule il y a 10 ans seulement, la plupart des applications qui étaient utilisées dans le contexte de nos institutions émanaient souvent de systèmes installés à l'interne. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'informatique au début de ma carrière, on essayait de prendre les CD dans l'institution puis de les amener à la maison pour les installer. Aujourd'hui, chercher les gens qui veulent installer vraiment ce qui est offert dans l'institution, c'est l'exception. Maintenant, les gens ont une offre de service à l'externe et ils veulent amener ces choses-là à l'interne. Donc, on a à la fois des choses à l'interne et à l'externe, et c'est d'adresser aussi cette problématique-là au niveau de la gestion de l'identité pour donner de la liberté d'action au niveau des utilisateurs et de l'efficacité par rapport à son savoir-faire qui amène avec lui dans nos organisations. M. Morin? En fait, est-ce qu'on est prêt? Il y a eu beaucoup d'analyses, d'études pour me préparer un petit peu à cette rencontre-là aujourd'hui. J'ai parcouru un petit peu ce qu'il y avait disponible. Il y en a disponible en matière. Il y a beaucoup d'endroits où c'est déjà fait depuis plusieurs années, comme on le disait tout à l'heure. Puis, même ici, il y a beaucoup de gens qui ont pris le temps de déposer des études sérieuses, de la bonne planification, etc. Alors, la planification, elle est faite. Ce qui nous manque actuellement, c'est de passer au mode entrepreneur. Il va falloir qu'on trouve, qu'on fasse un choix sur le plan technique, des choix, puis qu'après ça, on aille de l'avant. Là, il faut qu'on arrête de faire de la parlotte. Il va falloir qu'on mette le pied dans le train. Puis pour vrai, là. Et puis, le ministère doit se positionner. Des organismes comme la GRIX puis le RISC ont des rôles à jouer là-dedans. Il faut qu'ils prennent le plancher un petit peu. Merci. Parce qu'ils auront des retombées aussi. Merci, M. Morin. Comme vous avez commencé, au fond, le débat avec une image, je vais peut-être finir avec une image. Au fond, ce que je comprends de notre débat aujourd'hui, c'est que il y a comme un tsunami qui s'en vient, puis comme dans un tsunami, au fond, il y a comme un silence relatif de signaux. Hein. Vous savez que la mer se retire pendant un certain temps, on dit « Ah, mais il ne se passe rien, il n'y aura rien ». Mais vous savez que le tsunami s'en vient. Peut-être le manque de signaux qui dit « Est-ce qu'on fonce, est-ce qu'on fonce pas ?» pour vous est le signal justement que les services numériques en ligne, tous les services qui vont être offerts, commerciaux ou institutionnels, s'en viennent, et donc il faut être préparé. Et on ne parle pas d'un horizon de 20 ans, j'imagine, et on parle, à mon avis, de mois ou peut-être de quelques années. Donc, je vais vous remercier, M. Morin, M. Raymond, M. Durand et M. Drouin, d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup.